Bernard Dimet, un poète universel, par Jean Lefebvre. Chers amis de Thème Radio, bonjour. J'espère que vous entendez le E de ami, pas qu'on m'accuse de machisme. Je vous parlais la semaine dernière d'un Dimet normalien à Troyes, et pensant d'abord à sa carrière d'écrivain, et écrivant au grand littérateur français. Alors d'abord, Dimet impressionnait par son immense culture. Pensez donc qu'il travaillait à mettre au point un récital de poésie moderne dans lequel auraient voisiné Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Éluard, Aragon. Un jour, je lui demandais comment faut-il écrire. J'avais sans doute moi aussi, comme chacun d'entre nous, des tentations. Et il me répondit comme Éluard. Jean-Jacques Kim était là et acquiesça. Jacques Marnat ne fut pas le seul à être surpris. Il dit ceci de Dimet. D'emblée, il m'impressionna par son intelligence, sa maturité, sa précocité, son esprit malicieux, bohème, pas conforme, sa culture littéraire qui était vaste pour un garçon de son âge et pour son étonnante lucidité. Bien entendu, l'admirait son professeur de français, M. Tréguette, et bien entendu aussi Jean-Jacques Kim, son professeur de philo. M. Rognon, en dessin, Mademoiselle Fallier, en allemand, sont très satisfaits de l'artiste. Les autres sont moins élogieux car le petit Dimet fait état de son incompréhension dans les sciences exactes. Messieurs Paulin, Lédé ou Deleplace, qu'on appelle le ch'timi, en sport, auront d'autres élèves à admirer, souvent les forts en maths, mais ils s'inquiétaient tout de même pour l'ensemble de leurs élèves, fussent-ils dissidents. J'ai bénéficié aussi de leur mansuétude. Alors Bernard Dimet, à cette époque, s'essaie à l'écriture d'un roman. Bon, il n'est pas encore maître en la matière, et il fait lire son roman, qui s'appelle Le Marchand de soupe, à ses amis, un roman de 160 pages, qui assassine le petit monde du collège de Joinville qu'il venait de quitter. Pour les normaliens d'alors, issus des classes très moyennes et même modestes et discrètes, Bernard Dimet leur est tombé dessus sans crier gare. Une recrue dissonante pour l'institution scolaire, qui n'avait plus qu'à trouver une solution, ou digérer et engloutir, ou bien expulser la bête. Ce dinosaure-là était effectivement un terrible saurien, et les sauriens, ça ne sait rien, sauf d'être des génies à leur manière, un petit peu comme Django Reinhardt qui faisait un peu exprès de ne pas connaître le solfège, ou comme Bernard Dimet, qui mettait un point d'honneur à ne pas savoir le carré de 7. C'est 49, voyons Bernard, le carré de 7. Il aurait préféré 50, qui est un chiffre rond, et donc ne peut pas être un carré, même un carré de 7. Et pourtant ce Bernard qui dédaignait le carré de 7, il était avide de connaissances, comme je m'en rendis compte. Il ne raffolait pas de l'accordéon, mais il aimait beaucoup que je lui joue du bandoneon. Et il me disait « Prends ton lampion ». Nous étions au dortoir à cette époque-là. Il avait aussi appris le violon, oui, quelle touche à tout, comme Marcel Azola dans sa jeunesse, parce que le violon, ça pose son artiste, mais le violon, il faut d'abord vaincre le son. Avec le violon, ce n'est pas facile de laisser l'endroit aussi propre en sortant qu'en entrant. Il s'en était dégoûté, comme Marcel, et il avait ensuite taquiné la guitare. Poète donc, musicien, dessinateur aussi, parce qu'il pensa devenir un grand peintre. Je me souviens d'une exposition qu'il avait organisée dans la salle de l'hôtel de ville de Troyes. C'est cette belle grande salle de l'hôtel de ville. Le peintre Zelter en était l'invité d'honneur. Bernard en avait dit le plus grand bien dans le journal L'Est éclair. Eh bien, le peintre Zelter, c'était lui. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Alors j'avais été impressionné par cette peinture grasse, colorée, flamboyante. Son tableau phare qui attirait l'œil était sous-titré « Et les poulpes violets lui sucent la mémoire ». Un vers de son cru. Cette peinture, qu'il appelle parfois nutritive, va lui rapporter quelque argent dans les périodes difficiles. Un ami, Robert Poisson, qui l'a connu à cette époque, décrit le garçon cultivé, le poète étonnant son monde, et son talent de dessinateur à propos d'un travail sur les insectes qui lui valut les félicitations de la direction. Alors que dire sur ce talent ? Alors Jean, peux-tu nous déclamer quelques vers de Bernard Dimet ?
Alors ce ne sont pas des vers, je vais finir le bestiaire que j'avais commencé tout à l'heure en disant le cochon et la poule. Le cochon habite une petite cabane et ne fait rien de la journée. On le nourrit à ne rien faire, et cependant il grogne sans arrêt. Il est sale et renfrogné, et pourtant on le tolère à cause du lard. Il devient tellement gros que c'est une honte. Les gens des villes, au lieu de dire cochon comme tout le monde, préfèrent l'appeler porc. D'ailleurs, un saucisson pur cochon, ça n'existe pas. Il existe 2 autres sortes de cochons qui n'ont rien à voir avec le vrai. C'est tout d'abord le cochon d'Inde et quelquefois, mais plus rarement, le cochon qui s'en dédie. Le cochon qui sommeille est le contraire de la belle au bois dormant. D'abord parce que c'est un homme et qu'il se réveille à la moindre occasion. Voilà pour le cochon. La poule, maintenant. La poule ne se plaît que chez les paysans. Ils en ont des basses-cours pleines. Celles qui font des œufs d'or sont beaucoup plus gentilles que les autres. Alors, on n'a pas le droit de les tuer. On les appelle des poules de luxe. Elles coûtent beaucoup plus cher qu'on croit. Il paraît qu'il y a des femmes qu'on appelle aussi des poules. Personne n'a voulu me dire pourquoi. Papa m'a juré qu'il n'en connaissait pas. Dès qu'il en connaîtra, il me le dira. Et dès qu'elles auront des dents, les poules, maman m'achètera une mobilette. Voilà. Merci pour votre écoute sérieuse et rieuse à lundi ou à jeudi, si Dimet vous ravit.